Bien, comme vous le savez, je voudrais parler ce soir de ce qui est arrivé, de ce qui nous est arrivé, de ce qui est arrivé à cette ville, à ce pays, à ce monde finalement. Et je voudrais d'abord dire dans quel état d'esprit je pense qu'il faut parler de ce qui est quand même une atroce tragédie. Parce que, évidemment, comme on le sait, comme on le remarque, comme c'est dangereusement peut-être martelé par la presse et par les autorités, la fonction de l'affect, de la réaction sensible, est, dans ce genre de situation, inévitable et, en un certain sens, indispensable. Il y a quelque chose comme un traumatisme, comme le sentiment d'une exception intolérable, comme ça, au régime de la vie ordinaire, qui est quelque chose qui s'impose en quelque sorte à tous et qu'on ne peut pas contenir ni même critiquer. Cependant, il faut tout de même savoir, sur le point de départ de ma considération sur l'état d'esprit, ce que j'appelle l'état d'esprit, il faut tout de même savoir que cet inévitable affect dans ce genre de circonstances tragiques expose quand même à plusieurs risques. Risques qui ont déjà été soulignés, mais que je voudrais quand même rappeler pour indiquer ce que sera ma méthode. Je vois trois risques principaux à ce qu'on pourrait appeler la domination éventuelle de la dimension d'affect et de traumatisme de cette affaire. Le premier, c'est tout de même d'autoriser l'État à prendre des mesures inutiles et inacceptables, à son propre profit, en un certain sens. Et c'est une conséquence pratiquement inévitable. L'État est brusquement mis sur le devant de la scène et il retrouve momentanément, ou il croit retrouver, une fonction de représentation symbolique, d'unité de la nation, etc. Ce qui, j'y reviendrai, nous permet de percevoir dans le personnel dirigeant une assez sinistre mais évidente jouissance de cette situation criminelle. Au regard de tout ça, il faut quand même garder une mesure, c'est-à-dire rester capable de mesurer dans ce qui est fait, dans ce qui est prononcé, ce qui est inévitable et nécessaire et ce qui est inutile ou inacceptable. C'est la première précaution que je vois, une précaution de mesure au regard du caractère, encore une fois, je le répète, inévitable et indispensable de l'affect. Le deuxième risque de cette domination du sensible, appelons-le comme ça, c'est de renforcer les pulsions identitaires. C'est un mécanisme naturel, là aussi. Il est évident que lorsque quelqu'un meurt accidentellement dans une famille, la famille se regroupe, se resserre et, en un certain sens, se renforce. Et là, il est montré que, comme il y a eu un véritable massacre en France, ceci est censé renforcer le sentiment national. Comme si, d'une certaine façon, le traumatisme était un traumatisme qui renvoie à une identité. D'où le fait que sortent les drapeaux tricolores et que Français, France, etc., est prononcé de toutes parts comme une composante évidente de la situation. En fait, à quel titre, et puis qu'est-ce au juste que la France dans cette affaire ? De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de la France et des Français ? Ce sont en réalité des questions très complexes. Il faut garder la conviction qu'elles sont complexes, au moins. C'est-à-dire que c'est pas que le mot France, le mot français, n'a aujourd'hui aucune signification particulièrement triviale, particulièrement évidente. Et puis, je pense qu'il faut faire l'effort contre justement cette pulsion identitaire qui est aussi une façon de renfermer
l'événement terrible dans une sorte de faux semblant, il faut absolument se souvenir, là c'est conjoncturel, que de tels meurtres de masse, je les appelle comme ça, de tels meurtres de masse effrayants arrivaient et arrivent tous les jours ailleurs. Tous les jours au Nigeria, encore récemment en Irak, au Pakistan, en Syrie. Il faut se souvenir aussi qu'il n'y a que quelques jours, plus de 200 Russes ont été massacrés dans leur avion saboté, sans que l'émotion ici ait semblé vraiment considérable. Peut-être qu'on les identifiait tous à Poutine. Et voyez-vous, je pense que c'est une des nécessités de la justice, d'élargir toujours, autant qu'elle le peut, l'espace des affects publics, de lutter contre leurs restrictions identitaires, de se souvenir et de savoir que l'espace du malheur est un espace que nous devons savoir envisager en définitive à l'échelle de l'humanité tout entière et que nous ne devons pas clore dans des déclarations qui le restreignent à l'identité. Sinon est attesté à travers le malheur lui-même que ce qui compte, ce sont les identités. Et en définitive, ceci est une perception périlleuse de l'événement tragique lui-même, parce que, inévitablement, il transforme la justice en vengeance. Évidemment, la tentation de la vengeance en tant que subjectivité et action, la tentation de la vengeance dans ce genre de crime est une tentation, elle aussi, en un certain sens naturelle. Mais il faut se rappeler que, du point de vue de la destinée de l'humanité tout entière et de ce qu'est la justice, la vengeance ouvre toujours un cycle d'atrocités. Dès les grandes tragédies grecques, on a opposé la logique de la justice à la logique de la vengeance. C'est le sujet fondamental de l'Orestie d'Échille. Et la restriction identitaire de la tragédie, c'est tout de même le péril de la concevoir comme une vengeance. Oui, nous allons à notre tour tuer ceux qui ont tué, voilà. Et peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose d'inévitable dans le fait de tuer ceux qui ont tué, mais enfin, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Il n'y a pas lieu de le clamer ou de le chanter comme une victoire de la pensée, de l'esprit et de la justice. La vengeance est une donnée primitive. Et cela, c'est ce que déjà les Grecs nous ont appris il y a longtemps. De ce point de vue-là, je voudrais aussi m'inquiéter même de choses qui ont été saluées comme des évidences. Par exemple, la déclaration d'Obama. La déclaration d'Obama qui n'avait l'air de rien, qui consistait à dire que ce crime terrible n'était pas seulement un crime contre la France, un crime contre Paris, mais un crime contre l'humanité. Très bien, mais le président Obama ne déclare pas cela à chaque fois qu'il y a un meurtre de masse de ce genre. Il ne le fait pas quand les choses se passent lointainement dans un Irak devenu incompréhensible ou dans un Pakistan brumeux. Et donc, l'énoncé contient l'idée évidente que l'humanité est plutôt en France qu'elle n'est au Nigeria ou en Inde ou au Pakistan. C'est-à-dire qu'elle est en Occident. Et ceci sera réarticulé sous une autre forme sur laquelle je reviendrai, qui est l'opposition des barbares et des civilisés. Il est tout de même scandaleux du point de vue de la justice de laisser entendre, même sans le vouloir, même indirectement, qu'il y a des parties de l'humanité qui sont plus humaines que d'autres. Et je crains que dans cette affaire, cela ait été fait et cela continue d'être fait. Je pense qu'il faut rompre avec l'habitude très présente, y compris dans la manière dont les choses sont racontées, présentées, disposées ou ne le sont pas,
l'habitude de penser qu'un mort occidental, c'est terrible et que 1000 morts en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, ça n'est finalement pas grand-chose. Ça, c'est tout de même l'héritage de l'impérialisme colonial. C'est l'héritage, l'habitude de l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les pays avancés, les pays civilisés, les démocraties, comme vous voulez, de se considérer comme représentant l'humanité tout entière et la civilisation humaine en tant que telle. C'est le deuxième péril. Et puis, il y a un troisième péril qui est dans cet abandon éventuel à l'affect, qui est de faire exactement ce que les meurtriers désirent, c'est-à-dire obtenir un effet démesuré, occuper la scène interminablement et de façon anarchique et violente. Parce que le but de ce type de carnage, de ce type de violence abjecte, c'est de susciter chez les victimes, chez leur voisinage, chez leur pays, etc., de susciter une sorte de ce que j'appellerais un sujet obscur. Un sujet obscur à la fois déprimé et vengeur. Sujet obscur à la fois déprimé et vengeur qui se constitue à raison du caractère de frappe violente et presque inexplicable du crime, mais qui est aussi une stratégie. Stratégie qui justement repose sur le fait que la raison va disparaître, l'affect va prendre le dessus, et que donc on aura le couple de la dépression abattue, je suis hébété, je suis choqué, etc., et finalement de l'esprit de vengeance qui va laisser faire à peu près n'importe quoi. Or, ce sujet obscur, qui est souvent la construction des actes de ce genre, qui sont des provocations fascistes, j'y reviendrai, mais l'effet des provocations fascistes, c'est de provoquer chez celui qui est visé cet obscurcissement, ce sujet obscur, qui est un mélange de dépression et d'esprit de vengeance, et qui, il faut le dire, est capable à son tour du pire, comme par une sorte de fondamentale contagion. Alors, pour parer à ces trois risques, je pense qu'il faut parvenir à penser ce qui est arrivé. Il faut parvenir à le penser, et il faut partir de l'hypothèse assez dure, en fait, dans son exercice, qui est que rien de ce que font les hommes n'est inintelligible. Dire « je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas comprendre », c'est toujours une défaite. Et c'est une défaite toujours très cher payée. On ne doit rien laisser dans le registre de l'impensable. C'est la vocation de la pensée pour pouvoir, entre autres choses, s'opposer à ce qu'elle déclare impensable que de le penser. Bien entendu, il y a des conduites absolument irrationnelles, criminelles, pathologiques, mais justement, ce qui est irrationnel, criminel et pathologique constitue pour la pensée des objets comme les autres, et il ne laisse pas la pensée dans l'abandon ou dans l'incapacité d'en prendre la mesure. La déclaration de l'impensable, c'est toujours une défaite de la pensée, et la défaite de la pensée, c'est toujours la victoire, précisément, des comportements irrationnels, criminels et pathologiques. Alors c'est pour ça que je vais tenter ici, devant vous, une sorte d'élucidation de ce qui est arrivé. Je vais en quelque sorte le traiter comme un des nombreux symptômes actuels d'une maladie grave du monde contemporain, de ce monde en son entier, et je vais essayer d'indiquer les exigences ou les chemins possibles d'une guérison à long terme de cette maladie, dont la multiplication des événements de ce genre dans toute une partie du monde est un symptôme particulièrement violent et particulièrement spectaculaire. Alors ça va commander le plan de ce que je vais vous dire, que je vais vous donner, sa logique.
je vais d'abord tenter d'aller de la situation d'ensemble du monde, telle que je la vois, telle que je crois qu'on peut la penser synthétiquement, d'aller de cela au crime de masse et à la guerre qui, du côté de l'État, a été prononcée ou déclarée. Et puis, ensuite, je vais aller de là, par un mouvement en quelque sorte inverse, à la situation d'ensemble, non plus telle qu'elle est, mais telle qu'il faut désirer, vouloir et agir, qu'elle devienne, pour que de semblables symptômes disparaissent. Donc c'est un mouvement d'aller puis de retour entre la généralité de la situation du monde et l'événement qui nous importe, puis de l'événement qui nous importe à la situation du monde, mais telle naturellement qu'ainsi éclairée dans cet aller-retour, elle indique, en tout cas, un certain nombre de nécessités et de tâches. Alors ça me donnera 8 parties successives. Vous en avez pour un moment. D'abord, première partie, ce sera la structure objective du monde contemporain. Donc le cadre général de ce qui se produit, et qui encore une fois s'est produit ici, mais se produit ailleurs quasiment tous les jours. Donc la structure objective du monde contemporain, telle qu'elle s'est mise en place en réalité depuis les années 80 du dernier siècle. Et alors, où en est notre monde du point de vue de ce qui s'est mis en place insidieusement, puis de façon évidente, puis de façon acharnée, depuis à peu près un peu plus de 30 ans. Deuxièmement, j'examinerai les effets majeurs de cette structure du monde contemporain sur les populations. Sur les populations, sur leur diversité, sur leur enchevêtrement et sur leur subjectivité. Alors ceci me donnera mon troisième point qui concernera les subjectivités typiques ainsi créées, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les subjectivités typiques de ce monde-là. Car je crois que ce monde a créé aussi des subjectivités singulières, caractéristiques de la période, et comme vous le verrez, je distinguerai 3 subjectivités typiques. Et enfin, en quatrième point, et vous voyez bien que ça va me rapprocher évidemment de l'objet propre de cet exposé, il y aura ce que j'appellerai les figures contemporaines du fascisme. Parce que comme vous le verrez, je pense que les acteurs de ce qui s'est passé là méritent d'être appelés des fascistes, en un sens renouvelé et contemporain du terme. Alors, parvenu là, je vais remonter dans l'autre sens. Donc, ma 5e partie sera consacrée quasiment à l'événement lui-même dans ses différentes composantes. C'est-à-dire, qui sont les tueurs? Qui sont les agents de ce crime de masse? Et comment qualifier leur action? 6e, la réaction de l'État et le façonnage de l'opinion publique autour des 2 mots « France » et « guerre ». La 7e partie sera entièrement consacrée à la tentative de construire une pensée différente, c'est-à-dire de se soustraire à ce façonnage de l'opinion publique et à l'orientation de la réaction de l'État. Et la dernière partie portera sur les conditions, éclairées par tout cela, naturellement, de ce que j'appellerais un retour de la politique, au sens d'un retour de la politique d'émancipation ou d'un retour d'une politique disjointe, précisément, de toute inclusion dans le schéma du monde dont je serai parti. Donc, la structure du monde contemporain, telle que
à la fois, je la vois, est telle qu'elle va nous servir, évidemment, à éclairer ce qui est l'enjeu de cette séance. Alors, je pense qu'on peut la décrire à grands traits, naturellement, autour de trois thèmes. Trois thèmes qui sont profondément intriqués, profondément emmêlés. D'abord, ça c'est une banalité affligeante, mais à mon avis dont les conséquences sont peu tirées. Depuis 30 ans, ce qu'il y a, c'est le triomphe du capitalisme mondialisé. Et le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois le retour d'une sorte d'énergie primitive du capitalisme, ce qu'on a appelé d'un nom contestable le néolibéralisme, la réapparition de ce qui est en réalité l'idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, le libéralisme. Il n'est pas sûr que néo soit justifié. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit si néo que ça, quand on le regarde de près. Donc le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois cela, une espèce d'énergie retrouvée du capitalisme, de la capacité au fond d'afficher de façon maintenant publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, ses caractéristiques générales, sa prétention à être le seul chemin possible pour le destin historique de l'humanité, qu'il a retrouvé avec joie. Puis mondialisé, ça c'est un peu une inflexion différente, c'est-à-dire le capitalisme installé maintenant, de toute façon explicite et déployé à une échelle qui est l'échelle planétaire, et qui fait que ce capitalisme mondialisé est non seulement un capitalisme qui a retrouvé en quelque sorte son énergie dissolvante, nous verrons les effets de cette dissolution, son énergie dissolvante, mais qui aussi l'a étendue à des contrées, à des régions, de telle sorte que maintenant on peut considérer que tout cela constitue une maîtrise de l'ensemble de la planète. Le deuxième thème, c'est l'affaiblissement des États. Alors évidemment, c'était une conséquence du premier, mais assez subtile à dégager et qui est tout à fait intéressante. Vous savez que, vous savez tous, naturellement, qu'un des thèmes les plus moqués du marxisme a été le thème du dépérissement de l'État. Le marxisme annonçait que la réorganisation de la société inclurait et déploierait, en définitive, une société sans État, c'est une société que Marx appelait celle de l'association libre. Eh bien, nous assistons à ce phénomène tout à fait pathologique qui est un processus capitaliste de dépérissement de l'État. C'est ce que j'affirme. Et ce processus capitaliste de dépérissement de l'État, je vais tenter d'en dire les grands aspects, est un phénomène fondamental aujourd'hui, même s'il est masqué par la subsistance, pour un temps historique probablement assez long, de polarité de puissance assez grande, mais néanmoins, la logique générale du capitalisme mondialisé, c'est de n'avoir pas de rapport direct et intrinsèque à la subsistance d'États nationaux. Parce que, en vérité, son déploiement à lui est aujourd'hui transnational. Alors ça remonte assez loin. On a examiné déjà, dès les années 60, les modifications qui introduisaient le caractère multinational des grandes firmes. Mais ces grandes firmes sont devenues depuis des monstres d'une toute autre nature. Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appellerais les nouvelles pratiques impériales. C'est-à-dire les modes d'action en force, si je puis dire, de l'extension mondiale du capitalisme. Les nouvelles figures de l'impérialisme, c'est-à-dire de la conquête de la planète au profit et comme base d'existence du capitalisme lui-même. Alors je reprends ces thèmes l'un après l'autre. Bon, sur le premier point, le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est une évidence, d'une certaine manière, que tout le monde a présente à l'esprit. On peut dire que aujourd'hui, le marché mondial, c'est le repère absolu de l'historicité planétaire. C'est de lui qu'il est question à tout moment. On sait très bien que dès que la bourse de Shanghai a des frissons, le monde entier
s'inquiète, semble terrorisé, se demande ce qui va arriver, et ainsi de suite. Et l'agressivité qui accompagne cette extension, ce caractère régnant du marché mondial, comme repère de l'historicité planétaire, cette agressivité est particulièrement spectaculaire. Nous assistons aujourd'hui à la destruction, partout, des tentatives antérieures d'introduire dans le capital une mesure. J'appelle une mesure les sortes de compromis passés, notamment dans la période de l'après-dernière guerre mondiale, entre la logique du capital et d'autres logiques. D'autres logiques qui pouvaient être des logiques de mesure, des logiques de nationalisation partielle, des mesures de contrôle ou de certains excès de la propriété privée, l'introduction aussi de mesures de type la possibilité pour tout un chacun d'accéder aux soins, donc des formes de limitation du caractère de l'exercice privé, des fonctions libérales, etc., etc. Tout cela, d'une certaine façon, est en train d'être méthodiquement détruit, y compris dans les pays qui en étaient le paradigme. Je ne parle même pas des États socialistes, de feu les États socialistes, mais la France était un des pays qui était paradigmatique pour cela. Et on détruit tout cela avec une application extrême. On a commencé évidemment par les dénationalisations, par les privatisations. Le mot est tout à fait agressif. Privatisation, c'est un mot qui désigne directement le fait que toute une série de choses qui étaient destinées au bien public doivent être restituées d'une certaine manière à la propriété privée comme telle. C'est un mot d'une agressivité extraordinaire, bien qu'il soit maintenant devenu une banalité. Et également, c'est de façon incessante, et qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, il n'y a aucune différence, que des pans entiers de la législation sociale sont défaits, qu'il s'agisse du Code du travail, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, etc. Donc, il faut quand même bien voir ce point, c'est-à-dire que la victoire objective du capitalisme mondialisé, c'est une pratique destructrice, agressive. Ce n'est pas simplement une espèce d'expansion raisonnée ou raisonnable d'un système particulier de production. Et on ne veut qu'être inquiet de la faible résistance au regard de ces destructions successives. Elle est localisée, elle est dispersée, elle est corporatiste très souvent, elle est sectorielle, mais aucune vision d'ensemble ne la soutient. Et en réalité, la reculade est ininterrompue depuis 30 ans. Elle est ininterrompue depuis 30 ans. Alors, en réalité, tout cela fait que l'introduction de cette mesure proposant des formes de compromis surveillés nationalement ou politiquement de la logique du capital entraîne que cette logique du capital est aujourd'hui libérée. C'est-à-dire le libéralisme est libéré, voilà, la libération du libéralisme. Et cette libération prend deux formes. La mondialisation, c'est-à-dire l'expansion ininterrompue, des territoires entiers, comme la Chine, qui est quand même un territoire considérable, sont entrés de façon formelle dans cette logique. Et aussi l'extraordinaire puissance de la concentration du capital. C'est-à-dire c'est ce mouvement dialectique caractéristique du capital qui s'étend et qu'en s'étendant, il se concentre. C'est-à-dire l'expansion et la concentration sont deux modalités absolument liées l'une à l'autre du caractère protéiforme du capital. Des concentrations qui se poursuivent également en même temps que les privatisations et les destructions s'accélèrent. Comme vous avez tous remarqué, parce que ça a un côté un peu spectaculaire, la récente fusion de la FNAC et de Darty. C'est-à-dire c'est la fusion du livre et du frigidaire. Mais ça, c'est la fusion capitaliste. Et elles sont symboliques et sont créées ainsi progressivement des pôles de puissance comparables aux États, sinon supérieurs à beaucoup d'entre eux. Il faut bien voir ça. Ce sont des pôles de puissance financière,
organiques, du personnel traité, etc., etc., qui sont, à travers cette mondialisation de concentration, des pôles de puissance apparaissent qui sont transnationaux et qui ont donc un rapport diagonal aux États. Ils ne sont pas à proprement parler des choses sur lesquelles la souveraineté étatique va de soi. C'est ainsi qu'on peut constater que des firmes de dimension considérable, la plus grande firme française, Total, par exemple, ne paie aucun impôt en France. Donc son caractère français est difficile à assigner. Bon, son siège social doit être quelque part à Paris, même. L'État, vous le voyez, est décollé de ceux-là même qui se réclament de lui en termes de nationalité. Et ça, c'est l'ensemble des processus objectifs qui sont quand même la structure même, la structure dynamique, la structure historique dominante du monde contemporain. Et alors, il y a une victoire aussi subjective qui accompagne cette victoire objective. C'est le déracinement total de l'idée même d'un autre chemin possible. Ça, c'est d'une importance considérable. C'est-à-dire l'affirmation, en quelque sorte, stratégique qu'une autre orientation globale, systémique, de l'organisation de la production et du jeu social est, pour l'instant, pratiquement absente. De sorte que, y compris les propositions de résistance, les propositions de réintroduire la mesure, etc., se situent déjà dans une vision défaitiste du mouvement général. Elles ne sont pas inscrites dans une stratégie qui serait de reconquête de la territorialité de l'idée. Mais elles sont la nostalgie de l'époque des mesures. C'est d'ailleurs frappant de voir que c'est le programme du Conseil national de la résistance qui est devenu le magnifique modèle nostalgique de la France. L'époque où il y a eu un programme qui comportait des nationalisations, la sécurité sociale, etc. Oui, mais à l'époque, premièrement, on sortait d'une guerre mondiale, et deuxièmement, il y avait un puissant parti communiste. Ça, qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Et maintenant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, et la nostalgie de ce programme est une nostalgie au sens strict, c'est-à-dire une rêverie complètement décollée de cette victoire subjective spectaculaire, malgré tout, qui fait que, après tout, dans un temps assez court, la force existante de l'idée que, quelles que soient les difficultés, une autre possibilité existait, qui encore dans les années 60-70 du dernier siècle animait dans le monde entier des révoltés de tous ordres, cette idée est aujourd'hui à ce point malade qu'on a honte de la ressortir. Enfin, pas moi, même. Elle est criminalisée. Elle est criminalisée. Et sa criminalisation peut avoir des raisons, Staline, etc. Mais le but poursuivi par les tenants de la mondialisation capitaliste n'est pas un but éthique, comme ils font semblant de le faire croire. C'est un but de déracinement définitif, à leur avis, de l'idée d'une alternative. On est passé du deux à l'un. Ça, c'est fondamental. C'est pas la même chose quand sur une même question, il y a deux idées en conflit ou qu'il n'y en a qu'une. Et cette unicité est un point fondamental du triomphe subjectif du capitalisme. À l'intérieur de tout cela, que dire des États ? Les États sont, en définitive, des gestionnaires locaux de cette affaire-là. C'est-à-dire, ils sont une espèce de médiation instable, d'ailleurs, entre la logique générale que je viens de décrire et les situations particulières définies par pays, coalition, État, ça dépend des cas,